Bonjour à tous, on poursuit notre séquence abonnée avec le deuxième numéro aujourd'hui. Après Alfred Gomis en début de semaine, c'est au tour du coach Stéphane Jobard de répondre aux questions de nos plus fervents supporters. Je vous propose de découvrir les meilleurs moments de la séquence. Qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? J'ai fait comme beaucoup de personnes. Je suis resté chez moi, en famille, avec Ouais. mon épouse et les enfants. Alors, dans un premier temps, on a regorgé d'idées. Je me suis mis à la cuisine. J'ai bricolé la maison. J'ai fait un peu de peinture. Donc, plein d'envie, plein d'énergie. Puis, semaine passant, c'est un peu l'activité physique et puis aussi l'extérieur nous manquait un peu. Mais voilà, on a pris son mal en patience. Enfin, content de se retrouver en famille puis de passer un peu de temps avec les enfants. Voilà. Mes enfants m'ont dit qu'ils ne m'avaient jamais vu autant à la maison. Écoute, parce que d'habitude, on est souvent absent, donc ils étaient contents de m'avoir à leur côté. T'as cuisiné quoi? Je suis le roi de la panna cotta maintenant. Je suis le roi de la panna cotta. Coulis de fruits rouges. Je la fais les yeux fermés, la panna cotta. Peux-tu nous présenter ton parcours de footballeur et d'éducateur avant d'arriver jusqu'en Ligue 1 aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de beau pour arriver en Ligue 1? Oui, comme Jacques, c'est un long parcours. Moi, je suis un enfant de la banlieue dijonnaise, à Saint-Apollinaire. Donc, j'ai fait toutes mes classes en tant que joueur dans les équipes de jeunes Saint-Apollinaire. Et je suis arrivé à l'époque au Cercle de Dijon. Je ne sais pas si Jacques, tu as connu le club du Cercle. Oui, le Cercle, oui. Voilà, en 89. Et j'ai joué à l'époque, je suis vite signé stagiaire pro en D2. Le club a été rétrogradé financièrement, sportivement en D4 à l'époque. Donc j'ai fait toutes mes classes. Après, j'ai grandi avec le club de Dijon pour retrouver la Ligue 2 en fin de parcours avec Rudy Garcia. Donc voilà, j'ai connu tous les rangs amateurs et la Ligue 2 surtout. Voilà. Et après, une fois que j'ai arrêté de jouer, j'ai entraîné les équipes de jeunes du DFCO. Les 13 ans, les 19 ans, la réserve. J'étais après adjoint avec Olivier Dalloglio, adjoint avec Rudy Garcia à Marseille. Et puis voilà, donc jusqu'à revêtir le costume d'entraîneur de Ligue 1. Donc un parcours long, varié, mais qui était très formateur au bout du compte. Quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais devenir coach un jour ou tu n'y pensais pas du tout? Non, j'y pensais pas du tout. Pour te dire, même à la fin de ma carrière de joueur, je ne me voyais pas entraîner. Parce qu'au départ, j'ai une formation de professeur de PS. Et je trouvais que ça ressemblait beaucoup à mon métier. Et j'ai envie il y a plus Rudy Garcia qui m'a incité à essayer malgré tout. Et une fois que j'ai mis le doigt dedans, je me suis laissé entraîner par l'engrenage. C'est une fonction qui m'a tout de suite plu. Donc voilà, j'ai enchaîné derrière. Après, pour entraîner en Ligue 1, il y a forcément une opportunité qui doit se présenter. Elle s'est présentée l'année dernière. Et je suis plutôt très content d'être à la tête du club de Dijon. Voilà. Un club que j'aimerais entraîner, c'est ça? Ouais, que tu rêverais d'entraîner, je transmets parce qu'on entend un peu mal. Ouais, très bien. Écoute, oui, Dijon. Étant enfant dijonnais, en allant voir les matchs aussi comme vous dans les marathons depuis l'adolescence, que de passer de l'autre côté et d'entraîner Dijon, c'est un rêve qui se réalise. Après, on sort un peu des frontières françaises. Effectivement, un club en Angleterre avec la passion qu'il y a dans les stades, c'est un truc effectivement qui peut être sympa à vivre. Donc, on nous a dit que vous avez repris au Pousseau. Depuis quand et qu'est-ce que vous faites exactement depuis la reprise? Alors, tu n'as pas les bonnes informations. Ah, on n'a pas repris. Non, effectivement, depuis le début de la semaine, on s'est retrouvé avec le staff pour clore un peu la saison qu'on vient de vivre et puis débriefer un petit peu sur le mode de fonctionnement. Et voilà. On a vu les joueurs, mais en visioconférence. Normes sanitaires obligent. Enfin, donc, on s'est vu en conférence. Donc, effectivement, la semaine était dense, mais on s'est surtout vu par vidéo. Voilà. Mais avec les joueurs, les joueurs ont eu un programme. Dès qu'on a su que la saison était terminée, on a acté la fin de saison et on les a un peu libérés parce qu'on les avait maintenus un peu sous pression tant qu'on ne savait pas si le championnat allait reprendre ou pas. Et depuis, on les a un petit peu et on essaie d'anticiper sur la reprise future. On n'a pas encore les dates officielles de reprise du championnat, donc on est toujours dans l'attente. Si je peux me permettre ma première question pour M. Jobard,
c'était sur cette année écoulée qui était complètement folle. Je dirais même plus complètement barge. Mais pour lui, qu'est-ce qui a été le plus barge? C'est d'avoir relevé la tête après notre début de saison compliqué. C'est surtout ça. Voilà. Débuter par 4 défaites, de voir dans tous les médias que statistiquement, si on démarre comme ça, on serait en Ligue 2. De voir sur Infosport le matin en se levant que je serais peut-être un des premiers entraîneurs virés. Voilà, on se dit qu'on revient de loin. Olivier, pour donner un ordre des choses, j'ai eu la chance d'avoir des leaders qui ont cru en discours. On a su rester positif et moi, j'ai toujours cru au potentiel de cette équipe. Et dès qu'on a trouvé la bonne formule, on va dire qu'on a été dans une dynamique positive. Et en faisant un petit bilan, si tu fais le classement en enlevant les 4 premières journées avec les 4 premières défaites, on serait 12e au classement. Donc, ça te On l'a situe déjà un peu... fait le classement, oui. Ouais, ça te situe un peu le potentiel de l'équipe. Voilà. Alors, donc l'idée, voilà, elle est là. Donc, d'où l'idée, après aussi, de m'appuyer sur ce groupe pour continuer. Mais je pense que le truc le plus barge, effectivement, c'est d'avoir été dans le dur d'emblée. Ça fait ressurgir les fantômes de la saison précédente aussi. Je m'en suis rendu compte au niveau du club. Il y a eu pas mal de craintes, mais les joueurs ont fait preuve de caractère. Et j'ai eu la chance d'avoir des super leaders dans mon groupe pour redresser la tête. Voilà. Voilà ce qui était le plus barge dans la saison. Justement, avant les matchs, est-ce que tu as une phrase spéciale à dire à tes joueurs ou non? Non, pas particulièrement, parce que c'est un peu le but de la causerie d'un entraîneur qu'on fait souvent à l'hôtel avant de partir au stade. C'est de varier un petit peu les angles d'attaque et puis les idées fortes. Parce que si je te dis toujours on va au combat, au bout d'un moment, tu n'y crois plus, quoi. Moi, j'ai connu ces entraîneurs, il fallait aller à la guerre. La première fois, tu sors, tu as envie de tout casser. La deuxième fois, tu dis ouais, attends, je vais fermer la cèpe, on y va après. Puis à la fin, tu n'y crois plus, quoi. Donc, de croire que de se motiver toujours avec la même phrase, c'est un truc auquel je ne crois pas. Mais voilà, l'idée d'aller passer des messages forts individuellement dans le vestiaire, ouais, c'est un truc auquel je crois, ça. Mais et en plus, j'ai des bons relais aussi pour motiver tout le monde. Mais j'ai pas une phrase particulière. Voilà. Oui, je voulais te demander, Stéphane, les nouvelles de Gomis, comment il va? Alors Alfred, je crois que si on avait repris la saison, ça aurait été le joueur le plus près de tous les joueurs. Parce que Alfred a été en rééducation en Italie. Il a eu des semaines très denses où il travaillait tous les jours pour se réathlétiser. Et donc aujourd'hui, il est 100%. Je crois qu'il a recommencé un peu à plonger avec un préparateur en Italie. Il nous envoyait des vidéos hebdomadairement. Donc voilà, aujourd'hui, il est en pleine forme. C'est la bonne nouvelle. Il est opérationnel à nouveau. Je veux dire, c'est un peu les côtés positifs de ce confinement. Et si on avait dû reprendre, c'était la récupération de mes blessés, que ce soit Alfred Gomis ou Mounir Chouillard. Les deux ont été opérés. Voilà. Mais Alfred va très bien. Il a toujours la banane. Je crois que certains d'entre vous l'ont vu la semaine dernière via le live. Voilà, il est prêt à redémarrer. Tu parles du nouveau centre qu'on va avoir, c'est ça? C'est ça, oui, le nouveau. D'accord, très bien. Je pense que ça fait partie de l'évolution du club d'avoir un nouveau centre d'entraînement. Les pousseaux, c'est bien, c'est fonctionnel, mais à un moment donné, on a besoin de grandir un petit peu, d'avoir un outil un peu plus opérationnel. Et ce qui est important, c'est aussi pour l'image du club. Et aujourd'hui, moi, quand je recrute un joueur, la première question qu'il pose, c'est les conditions d'entraînement. Tu vois, si on veut toucher des joueurs de niveau, c'est important d'avoir des structures où il fait bon vivre au quotidien et aussi de la qualité sur les terrains d'entraînement. On les a au Pousseau, mais je pense qu'on peut encore franchir un palier du côté de Saint-Apollinaire où sera le nouveau centre. Pour donner une petite anecdote, on voulait recruter à un moment donné Alou Diarra à l'époque d'Olivier Dalloglio. Ah oui. Il m'avait fait visiter le centre en enjambant les paquets de laine de verre. Il me demandait où était la balnéo, je lui ai montré une poubelle avec de la glace. Donc lui, il venait d'Angleterre, tu vois, c'était un écart. Et à un moment donné, il s'est dit, ah ouais, quand même. Donc ça peut être aussi un critère pour donner envie aux joueurs de venir. Donc ce nouvel outil va être hyper intéressant pour nous et on commence à être un peu en retard vis-à-vis des autres clubs français. Et là, je pense qu'on va venir un petit peu, ça va être top, quoi. Je pense que ça va donner un nouvel élan au club. Sur ces diverses saisons, est-ce que vous avez vu des joueurs moyens devenir aujourd'hui des éléments clés de votre effectif?
comment ont-ils fait pour y parvenir? Comment avez-vous procédé pour y parvenir? Écoute, ouais, c'est un peu une marque de fabrique de Dijon, effectivement, parce que si tu es supporter depuis un moment, tu as vu qu'on a été chercher sur les dernières années pas mal de joueurs dans les rangs amateurs ou des joueurs méconnus qui aujourd'hui sont performants sur les terrains de Ligue 1. Alors, Edin, nous, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions. Le retour de tous les joueurs, c'est qu'on est un club familial. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'homme avant de s'intéresser aux joueurs. Et pour mettre le joueur en confiance, on s'appuie toujours sur ses points forts. Donc voilà, on essaie de faire grandir ses points forts. Après, il y a un travail spécifique qui est fait à l'entraînement aussi pour appuyer sur ses points forts. Et aussi, on utilise beaucoup la vidéo pour lui faire prendre conscience aussi de ses axes de travail. Donc tu vois, c'est du travail sur le terrain, du travail en vidéo. Et après, aussi accepter l'erreur dans un premier temps. On sait que ça demande du temps pour… je donne des exemples de Lesmelou, de Johnny, de Tavares. Julio, quand il est arrivé, je dis toujours qu'il contrôlait du tibia, Julio. Et aujourd'hui, c'est un attaquant reconnu de Ligue. Voilà, donc le maître mot, c'est mettre en confiance, d'aller sur un travail individualisé et puis d'être patient. On sait qu'il y a toujours, par exemple, 6 mois d'adaptation, c'est incontournable. Je donne l'exemple encore du petit Chouillard cette année. Il est arrivé découvrir la Ligue 1. Malgré tout son talent, il y a un temps d'adaptation incontournable et de commencer à donner cette pleine mesure au mois de décembre, janvier, quand il s'est blessé. Ouais. Donc voilà, il faut faire preuve de patience. Et puis après, alors, si tu parles des critères hyper importants, il faut que le joueur soit dans l'envie de travailler, de s'investir dans l'entraînement. Ça, c'est important. Ce qu'on voit en match, souvent, nous, on l'a vu dans l'entraînement dans la semaine. D'où mes choix, des fois, par rapport à une composition d'équipe. Le joueur qui est dans l'intensité, dans l'implication à l'entraînement, le sera en match et sur la durée. Globalement, les joueurs qui ont réussi sont travailleurs. Voilà. On a Baldé qui est le meilleur buteur cette année. Moi, j'adore voir ce joueur sur le terrain, malgré qu'il quelquefois nous énerve un peu. Qu'est-ce qui lui manque encore pour devenir un très, très grand buteur? Pour une première saison, alors 6 buts, être meilleur buteur de Dijon, c'est pas anodin. Après, ce que je disais tout à l'heure pour les jeunes joueurs qu'on peut faire progresser, c'est le même pour les joueurs qui arrivent au club. Donc, Mama Baldé venait de l'étranger. Il ne maîtrisait pas ou très peu la langue. Donc, nous, on a eu la difficulté à passer nos messages avec les étrangers aussi. Sur tout ce qui est global, c'est bien, mais après, pour entrer dans le détail, ça peut être compliqué. Donc, c'est un axe de réflexion pour la composition de mon effectif, aussi sur les années à venir. Et Mama Baldé, je trouve qu'il a un profil qu'on n'avait pas avant sur les années dijonnaises, c'est-à-dire que quelqu'un qui va très très vite dans les espaces et qui est capable de faire mal dans le 1 contre 1. Donc, où je suis d'accord avec toi, il y a encore des axes de progression sur la maîtrise technique, où il peut la parfaire. Je pense qu'il peut encore progresser, mais quand tu vas très très vite, c'est un peu plus compliqué. Mais le bilan est plutôt satisfaisant pour une première année, mais je suis d'accord avec toi, il n'a pas encore exploité tout son potentiel. Mais je compte fortement sur lui l'année prochaine. Voilà. Et par rapport au réseau de recrutement, par exemple, les joueurs comme Koun, Mavididi ou Baldé, comment vous faites pour les recruter et qui s'adaptent aussi vite à la Ligue 1? Écoute, on a une cellule de recrutement qui fonctionne très très bien. Et après, à chaque fois, on sortit un petit peu des sentiers battus pour trouver ces joueurs-là. Et après, on essaie toujours, il y a l'aspect footballistique, c'est-à-dire ce qu'on voit à travers les vidéos. Donc, l'entraîneur, moi, je demande des profils et puis je valide des profils ou pas. Donc, il faut que ça me plaise déjà. Et après aussi, on est hyper attaché à l'état d'esprit. Donc, ça, c'est le genre d'infos qu'on glane auprès des anciens coéquipiers, des anciens entraîneurs. On fait marcher un peu le réseau. Et ça, c'est hyper important pour s'adapter rapidement dans un club. Donc, tu vois, ça dépasse le cadre du foot. Parce que, voilà, il faut avoir cet état d'esprit pour s'adapter rapidement à Dijon et ensuite à la Ligue 1. Donc, c'est un peu aussi notre marque de fabrique. On a une cellule de recrutement hyper performante et il faut qu'elle le reste pour qu'on puisse encore être performant en Ligue 1. Lorsqu'on n'a pas l'argent des autres, il faut être plus malin sur la matière première pour effectivement avoir des joueurs performants. Donc, pour l'instant, mais je te rejoins. Kwon, Mavididi, Baldé, ce sont restés des très bonnes pioches. Mais Amalfitano, il va toujours rester Amalfitano. Oui, je te rassure, Romain sera toujours parmi nous. Je suis désolé, je coulisses pour voir vos visages lorsque vous me parlez. Effectivement, Romain, écoute, il est là depuis un moment. Romain, ça doit être la 8e année, je crois qu'il est là. Donc, il est estampillé, marqué au fer rouge par la chouette, lui. Il est
il a été de toutes nos aventures. C'était quelqu'un d'hyper important dans la montée. C'était quelqu'un d'hyper important dans le maintien de Dijon sur les 4 années qu'il a vécu en Ligue 1. C'est quelqu'un de hyper agréable à coacher. C'est quelqu'un qui est dans l'échange, qui est mature. Voilà, il représente l'ADN du club. Et moi, je tiens à ce qu'on garde aussi ses joueurs pour qu'il y ait un passage de témoins. Parce que je pense que c'est hyper important à Dijon. Il faut qu'on ait ce petit supplément d'âme. Et ce petit supplément d'âme, il est véhiculé aussi par ces joueurs-là. Donc Romain, tu peux être rassuré, il sera encore parmi nous l'année prochaine. Et je compte encore sur lui. Et voilà, après, il faut que Romain aussi, j'aurais donné une nouvelle mission cette année au milieu de terrain. Il doit être plus dans l'équilibre. Ils doivent moins se projeter. Ça nécessitait un peu plus d'adaptation. Et Romain, petit à petit, commençait à s'adapter à ce nouveau rôle. Il était performant en 2020, fin 2019. Il a été très bon. Mais pour les joueurs, le virus n'a rien changé. Ben si, parce qu'ils ont pris conscience que voilà, nous, lorsqu'on est footballeur ou entraîneur d'un club professionnel, on vit dans une bulle. On vit souvent entre nous au quotidien et on a, voilà, je veux pas dire qu'on a du mal à s'ouvrir à l'extérieur, mais on est tellement accaparé par le rythme du quotidien que voilà, on vit un peu avec des œillères. Je pense que ça a ouvert un peu les yeux à nos footeux, même si à travers voilà, l'impact que ça a eu au niveau national. 27 000 morts, c'est pas anodin. Voilà, et, ils ont pris aussi conscience que, enfin, ils n'ont pas pris conscience, ils le savaient déjà dans la majeure partie, mais voilà, que la santé reste primordiale aussi. Nous, vraiment, c'est sympa de faire du foot, on vit d'une passion. Vous nous manquez aussi, parce qu'on l'a vu à travers les premiers matchs à huis clos qu'on a vu, un match en spectateur, c'est pas sympa à vivre. Et puis, voilà, nous, on est des saltimbanques, finalement, on se donne rendez-vous tous les 15 jours à Gaston Gérard pour vivre un moment sympa. Ça m'a manqué, vous m'avez manqué, ça a manqué aux joueurs. Mais voilà, l'impact que c'est sur les joueurs, voilà, c'est de se dire qu'on vit quand même des moments sympas et uniques lorsqu'on est footballeur professionnel. Voilà, c'est surtout, ils ont pris la mesure de ce qu'on vivait. Vivement qu'on revoie le feu à Gaston Gérard. Là, je te rejoins. Moi, ma crainte, c'est Edin de faire les premiers matchs à huis clos. Ça, c'est un truc que j'ai vécu à Marseille. C'est vraiment pas sympa à vivre. J'ai l'impression que c'est fade. C'est comme un plat sans sel ou un repas sans dessert, comme vous voulez. Ouais. Je choisis. Et voilà, je pense que rien ne vaut les émotions partagées dans un stade, avec son public. D'ailleurs, si on a eu un parcours assez intéressant à domicile, je pense qu'il y a une jolie osmose avec le public. Et puis, je pense que les joueurs étaient aussi galvanisés par votre présence. Après, voilà, il faudra le reproduire l'année prochaine. Mais voilà, on attend avec impatience ce moment où on se retrouvera tous à Gaston Gérard pour vivre un match de Ligue 1. Au niveau de la politique, avec la rencontre des clubs aux alentours, des petits clubs, et des jeunes des petits clubs, est-ce que ça va continuer? Parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Je suppose que tu es éducateur dans un club, non? Non, Non. non. Je joue en vétéran si tu veux, mais c'est pas les mêmes. On parle pas de la même génération. Ah ouais, mais moi, je l'ai fait aussi, vétéran, c'est sympa. Surtout pour la blanquette de veau à la fin du match, c'est sympa. D'accord. Oh, c'est là-dessus. Non, mais écoute, ouais, c'est une volonté du club de s'appuyer aussi sur le réseau local. Effectivement, alors maintenant étant passé du côté de la structure professionnelle, je suis moins au courant de ce qui se passe au niveau de l'association avec les équipes de jeunes. Mais pour l'avoir vécu, d'avoir créé ce lien physique avec certains éducateurs qui vont dans les structures dans les clubs aux alentours, c'est un truc qui est bien vécu de part et d'autre. Je trouve que ça crée du lien avec les clubs de l'agglomération dijonnaise. Et ça, faut qu'on le garde. Moi, étant dijonnais aussi, je crois aux compétences locales qu'on a sur place. C'est-à-dire que demain, d'avoir de nouveaux Jordan Marié, de nouveaux Florent Mollet, ça m'intéresse. Après, nous, ce qui est compliqué, c'était plus facile aujourd'hui à faire apparaître des jeunes joueurs en Ligue 2. Et en Ligue 1, la marche est plus haute entre notre National 3 et la Ligue 1. Il faut qu'on trouve cette marche intermédiaire qui permette aux joueurs de grandir et de nous donner des garanties pour la Ligue 1. Voilà. Mais l'envie de multiplier les connexions avec les clubs alentours perdure. Voilà, on n'oublie pas d'où on vient. Hein. On a tous commencé quelque part dans un club amateur. On sait d'où on vient. Et voilà, lorsqu'on est dans le monde professionnel, de renvoyer l'ascenseur, c'est la moindre des choses.